Accueille sur ce plateau, en plus de Marc Semo et en plus de Christian Maigrelis, on accueille Marianne Babiche, conseillère en communication franco-ukrainienne. Bonjour. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre. Et puis Renaud Girard, dont on célèbre l'anniversaire aujourd'hui. Vous êtes né un 25 mai. Et il faut le signaler à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Joyeux anniversaire, Renaud Girard. On va parler de choses moins drôles. Hier soir et ce matin, dimanche, l'Ukraine a subi une nouvelle attaque aérienne massive qui a entraîné la mort d'au moins 12 personnes dans les environs de Kiev. Il s'agit de la deuxième nuit d'attaque très importante contre le pays. Attaque massive de drones et de vecteurs balistiques. Kiev, où vous vous trouvez, Stanislas Poyet, vous êtes notre correspondant. La nuit passée, bonjour Stanislas, elle a été terrible. Je vous ai entendu ce matin en faire le récit sur notre antenne. Elle a été terrible pour les Ukrainiens, évidemment, pour les familles ukrainiennes et puis pour votre famille, à vous aussi. Racontez-nous la nuit que vous avez passée, ce qui nous permettra de comprendre dans quelle atmosphère on se trouve quand on est bombardé. Alors effectivement, c'est la deuxième nuit consécutive de bombardements très intensifs à Kiev. 12 personnes sont mortes à travers le pays. Alors l'alarme elle a été déclenchée peu avant minuit. Elle a duré peu ou prou jusqu'à 7 heures du matin. Et lors de ces alarmes, évidemment, chaque Ukrainien fait un petit peu comme il peut. La plupart des gens, quand les explosions, les bruits de la défense antiaérienne s'approchent trop près, décident d'aller dans des abris. C'était le cas de ma famille cette nuit, quand on a commencé à entendre le bruit des drones. Et alors pour moi, la nuit, on la passe dans ce petit placard, comme vous pouvez le voir, qui est assez grand pour accueillir 3 personnes, avec évidemment le nécessaire pour les plus jeunes d'entre nous. Voilà. Mais alors ces attaques, elles sont devenues monnaie courante en Ukraine. Et malheureusement, c'est des nuits auxquelles les Ukrainiens se sont habitués. Merci à vous Stanislas Poyet, à la fois pour ce récit et pour ces images extrêmement éloquentes. Restez avec nous, on va vous retrouver un tout petit peu plus tard parce que tout cela se déroule aussi sur fond d'échanges de prisonniers. Mes premières questions à vous, Marianne, quand vous voyez ces images, quand vous entendez ce récit, ce qu'il raconte, c'est sa propre expérience, Stanislas Poyet, mais en réalité, il raconte le quotidien des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Qu'est-ce que ça vous inspire de la stratégie de Poutine ? Que veut faire Poutine en Ukraine ? C'est la terreur. Et le message est clair, il veut anéantir l'Ukraine, il ne veut pas du tout faire la paix. L'Ukraine est prête pour au moins le cessez-le-feu inconditionnel depuis le 11 mars, on l'a bien annoncé. On est aujourd'hui le 25 mai et on voit les missiles, les drones sur toute l'Ukraine. Il y en avait environ 70 missiles aujourd'hui. C'était des missiles balistiques, des missiles de croisière, des missiles guidés. Il y avait 298 drones envoyés aussi sur l'Ukraine. Et justement, aujourd'hui, c'est la journée de Kiev. Poutine choisit les dates symboliques. Oui. Et hier, c'était 3 ans et 3 mois de cette guerre à pleine échelle. Et ça fait déjà 3 ans et 3 mois que l'Ukraine fait face à cela. Mais c'est un message fort de la part de la Russie qu'ils ne veulent pas négocier du tout. Très éloquent, encore une fois, ces images que nous a montrées Stanislas Poyet, c'est-à-dire ce tout petit placard. Ça n'est pas un bunker comme on en trouve beaucoup, par exemple, en Israël, où on peut se protéger. C'est un tout petit placard en bois où lui, sa famille, et au fond derrière lui, toutes les familles ukrainiennes cherchent à se protéger. Ça raconte quoi en creux, Marc Semo? C'est que quoi? On a le sentiment que les batteries anti-aériennes ukrainiennes, elles fonctionnent moins. Il y a de plus en plus de victimes civiles lorsque les drones tapent, les drones russes. Il y a des bombardements de plus en plus massifs, avec de plus en plus de missiles, de plus en plus de drones. Alors effectivement, comme le dit très bien Marianne, ce que veut montrer Poutine, c'est cette détermination. Les Russes ont un art consommé de continuer la guerre pendant les négociations. Et ça a été une constante déjà même à l'époque soviétique, on n'en parle pas, même avant. Et on l'avait vu lors de la guerre en Corée, entre le moment où on commençait les négociations et le cessez-le-feu, après la mort de Staline d'ailleurs, ça a duré 2 ans. Donc il continue. Et en même temps, ce que dit Poutine avec ses bombardements toujours plus massifs, où il espère ébranler les Ukrainiens, c'est de dire, voilà, moi je ne cède sur rien. Son coup de téléphone avec Trump, le 19 mai, n'avait rien donné. Trump n'a même pas maintenu les menaces de pression s'il n'y avait pas de cessez-le-feu immédiat. Il continue
Et la ligne de Poutine, c'est de dire, on reprend, là il devrait annoncer un certain nombre de mesures concrètes, on reprend les négociations avec l'Ukraine, là où elles s'étaient arrêtées au printemps 2022, sur un truc où, je terminerai juste là-dessus, les Russes disaient neutralisation de l'Ukraine, dénazification de l'Ukraine, entre guillemets, c'est-à-dire... Mais on y reviendra encore une fois à ce que cherche... Et territoire. Donc voilà, c'est ça qu'il affirme. On va se pencher d'abord, c'est l'actualité, sur ce qu'on a pensé le président ukrainien. Il a forcément réagi. Voici ce qu'il dit. J'aurais des questions à vous poser. On va découvrir sa déclaration, faite ce matin sur le réseau social X. Sans pression vraiment forte sur les dirigeants russes, cette brutalité ne peut être stoppée. Les sanctions aideront certainement. Comment est-ce que vous lisez ça, Renaud Girard? On sent une forme de... On a l'impression d'un poste d'un homme désabusé, sans pression vraiment forte. Les dirigeants russes ne seront pas stoppés. Les sanctions aideront certainement. Un adverbe, certainement, peut-être. C'est un appel à l'aide et c'est un peu normal parce que la population civile ukrainienne souffre, est inquiète, doit se réfugier. C'est pas très agréable en pleine nuit d'aller se réfugier dans un placard ou dans une cave. On se demande d'ailleurs combien de temps Vladimir Poutine souhaite que cette guerre d'usure, parce qu'il s'agit de cela, de la guerre d'usure, et c'est une guerre d'usure nouvelle parce qu'elle est faite avec des drones. Et lorsque vous saturez, mais les Ukrainiens aussi bombardent les Russes, ils vont même maintenant assez loin, ils vont jusqu'à Rostov-sur-le-Don, jusqu'à Saint-Pétersbourg également. Voilà, et Moscou, ils empêchent les vols civils, l'aviation civile de fonctionner à Moscou, etc. Donc, jusqu'à quand, combien de temps va durer cette guerre d'usure terrible pour les populations, dans la mesure où il n'y a pas de percée sur le front, dans la mesure où les projets initiaux de Vladimir Poutine, c'est-à-dire peut-être la conquête de ce que ces généraux appelaient la Novorossiya, c'est-à-dire toute la côte de la mer Noire, ou le projet de faire changer le gouvernement, que Zelensky soit remplacé par quelqu'un d'autre, un gouvernement plus soumis à Moscou, tout ça n'a aucune chance de fonctionner. Et c'est vrai que c'est une attitude un peu préoccupante, alors que Vladimir Poutine avait quand même, je trouve, une occasion en or qui lui était donnée sur un plateau d'argent. De se rapprocher. De normaliser ses relations avec les États-Unis d'Amérique, et donc de se tirer la chemise relativement sèche de son aventurisme militaire de 2022. Et tout cela s'inscrit dans un contexte d'échange de prisonniers. 3e journée consécutive, échange historique, 1000 contre 1000. Stanislas Poirier, on vous retrouve. Vous avez suivi de très très près ces libérations, c'est celle du jour. Et également, qu'est-ce qui vous a marqué? Quelles images vous ont marqué au terme de ces 3 jours de libération? Alors, ce qui est très impressionnant, c'est évidemment l'émotion des prisonniers qui reviennent. Ils ont le visage tiré, creusé par parfois jusqu'à 3 années, plus de 3 années de détention dans des conditions très difficiles. Il y avait des défenseurs de Mariupol, 70 défenseurs de Mariupol. On se souvient de la ville qui a été conquise dans le sang en 2022, qui faisaient partie des soldats libérés, des 1000 soldats libérés en 3 jours. Alors effectivement, c'est le plus gros échange de prisonniers depuis le début de la guerre, mais ce n'est pas le premier, il faut bien le noter. C'est le 65e échange de prisonniers depuis 2022, le 6e depuis le début de l'année. Ça a été présenté à la fois par les Russes et par les Ukrainiens comme la résultante des négociations d'Istanbul, mais ce n'est pas la première fois que ces échanges ont lieu. Les services de sécurité des 2 pays continuent à discuter sur ces questions-là très précisément. Et voilà, et c'est important de le rappeler. Merci à vous, Stanislas Poirier, à la fois pour toutes ces informations, pour ces images également très très éloquentes que vous nous avez montrées. Prenez soin de vous. Je rappelle également que vous écrivez de temps à autre dans les colonnes du journal Le Figaro, et Renaud Girard nous fait l'amitié d'être avec nous sur ce plateau. À bientôt, Stanislas. J'ai une question très simple à vous poser, Christian Begrelis. Est-ce que ces échanges de prisonniers, c'est quoi? C'est un écran de fumée ou ça peut paver la voie à un futur accord de cessez-le-feu? C'est très mystérieux. C'est très mystérieux. On ne peut pas savoir si c'est relié à une possibilité d'entrer en discussion. C'est quand même le 65e. Il y en avait des occasions d'entrer en discussion. Et jamais il y a eu d'entrée véritablement en discussion. Et ce qui est sorti à Istanbul, c'est ça. Rien d'autre. Alors il y a une relation très, très étrange entre ces 2 ennemis, finalement. Parce que dans une guerre ordinaire où les ennemis sont ennemis héréditaires, ce genre de choses ne se passe pas.
Là, on a une guerre dans laquelle les opposants sont des amis héréditaires. Ce qui est incroyable. Et souvent des familles. Et ils sont embarrassés tous les deux par ce conflit. C'est pas simplement les Russes ou les Ukrainiens comme les Russes. Quand on en discute à Moscou, quand on en discute à Kiev, on dit mais comment est-ce que c'est possible ? Mais c'est possible puisque ça se passe. Oui, c'est vrai qu'à hauteur d'homme... L'affaire qui change tout, c'est les drones. Parce qu'avec les drones, les poussées militaires d'infanterie se raréfient, on en a moins besoin, et on fatigue les populations avec les drones, comme vous disiez tout à l'heure. Et la nuit dernière, il y a eu une trentaine de drones à Moscou. Voilà. Effectivement, les drones ont changé la donne, mais là où vous faites bien les drones vont permettre de mener une guerre d'usure. Une guerre à pas cher. Un jour, la population ukrainienne va se retrouver dans la rue en disant Zelensky, il y en a marre. On veut les Russes. Bon, on n'y est pas encore. On sent sur le terrain. Il a été abandonné par Trump. Et maintenant, c'est fini. Il a popularité très importante dans le pays. Mais je vous propose avant d'avancer un peu plus loin, de découvrir un reportage exceptionnel qu'a réalisé Claire Cambier, donc sur le terrain avec Vincent Wartner. Elle a été interrogée, encore une fois, des prisonniers ukrainiens qui sont sortis des geôles russes et qui ont raconté leurs conditions de détention. On regarde et on commente ensemble. Sur ces images diffusées à la télévision russe, Lenie Umerova, une jeune Ukrainienne accusée de terrorisme. Son crime, avoir fui adolescente la Crimée occupée et refusé le passeport russe. Elle est arrêtée fin 2022. Elle tentait de retourner sur ses terres natales pour voir son père atteint d'un cancer. En septembre dernier, les autorités ukrainiennes ont réussi à l'intégrer dans cet échange de prisonniers. Je suis très émue, je suis ravie, je n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer à quel point j'attendais ce moment. Qu'est-ce que je suis contente de voir le drapeau ukrainien. Nous la retrouvons à Kiev, après 2 ans dans les geôles russes. Elle n'y croyait plus. Vous êtes juste kidnappé sans raison, mis en prison, et vous ne comprenez pas du tout ce qui se passe. Pourquoi vous êtes interrogé ? Et lorsque vous reprenez espoir que votre peine est sur le point de se terminer et que vous pensez être libéré, ils reviennent avec de nouvelles accusations. Vous perdez tout espoir de sortir de là. Elle nous emmène devant le monument en hommage aux victimes tatars de Crimée. Son combat aujourd'hui, ne pas céder ce territoire ukrainien dans le cadre des négociations. Ce serait une claque au visage du peuple qui s'est battu, qui s'est fait torturer jusqu'à la mort pour avoir défendu la Crimée. La situation n'est pas différente dans les autres territoires occupés. Ludmila Gousseinova et Natalia Chilo ont été arrêtées dans le Donbass, prisonnières politiques elles aussi. Elles ne cachaient pas leur soutien politique à l'Ukraine. Natalia tient à nous montrer ce reportage de la télévision russe. Natalia Chilo, par insolence, passe parfois à la langue ukrainienne. Du dégoût, c'est tout ce que je ressens envers les Russes. Avec ces arrestations, ils essaient d'intimider les civils. Et la situation ne s'est pas améliorée, tout le monde dit de faire profil bas. Selon les autorités, ces arrestations arbitraires concerneraient plus de 2000 civils. Des militants, des journalistes ou de simples citoyens emprisonnés dans des conditions difficiles. Lyudmila y a passé 3 ans. Elle devait rester debout de 6h du matin à 10h du soir. Si tu tombes, c'est déjà enfreindre leurs règles. Et ils te donnent des coups de pied pour que tu te relèves. Les cafards et les punaises de lit rampaient sur nos corps. On en pestait tellement qu'on n'arrivait pas à s'y habituer. Je n'arrive d'ailleurs toujours pas à me débarrasser de cette odeur. La Russie ne considère pas ces détenus politiques comme des prisonniers de guerre. Très peu sont libérés. Les associations engagées pour leur défense se disent impuissantes. Il faut réussir à prouver qu'ils sont en prison. Si avec les militaires déjà ça ne marche pas toujours, alors qu'il y a des formalités qui existent, les civils, eux, ils disparaissent. La libération des prisonniers de guerre est au cœur des négociations de paix. Celle des prisonniers politiques pourrait ne jamais avoir lieu.
Voilà, Claire Cambier, Vincent Wartner, nos envoyés spéciaux en Ukraine. Marianne Babi, je vous ai vu regarder ce reportage, les traits extrêmement tirés, les sourcils presque froncés. J'étais marqué par une jeune femme à peine plus âgée, vous êtes à peine plus âgée que cette jeune femme qui disait que ça serait une claque au visage que de céder les territoires occupés. C'est une ancienne prisonnière. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez vu ? Cela me fait penser à ma ville natale, Kherson, qui était occupée par les Russes pendant un certain temps, 9 mois en 2022, et libérée le 11 novembre 2022. J'avais mes proches justement sur les territoires occupés, et c'était très effrayant, je me rappelle, parce que même écrire un message et raconter tout ce qui se passe, il fallait toujours le supprimer tout de suite, parce qu'il y avait justement ces poursuites et persécutions des gens qui étaient pro-ukrainiens. Et je sais ce que se passe exactement actuellement en Crimée aussi, sur les territoires occupés. C'est pour cela qu'on insiste tellement qu'il faut qu'on libère ces territoires, parce qu'il y a toujours les Ukrainiens sur ces territoires. Il y a plein de cas de déportation des enfants. Il y a énormément de cas de passeportisation, russification forcée sur ces territoires. Et ce qui crée aussi l'absurdité en fait de cette excuse de Poutine qu'il avait annoncé qu'il voulait protéger la population russophone en Ukraine, soi-disant. C'était son excuse pourquoi il est entré, il a commencé cette fausse opération militaire. Ce sont les populations russophones de base et qui font face qui font face vraiment à cette agression russe. C'est horrible dans quelles conditions ces prisonniers de guerre sont retenus. On a vu aussi, c'était pendant le deuxième échange des prisonniers, je me rappelle, il y avait des témoignages des gens qui disaient qu'ils n'ont jamais même vu de fruits pendant tout ce temps-là. C'est en général juste une perte de vue. Est-ce que ces gens-là sont toujours vivants ou pas? Est-ce qu'ils reviennent ou pas? Il y a énormément de cas, c'est affreux, c'est la terreur, c'est non seulement la fatigue à cause des drones, c'est la terreur totale pour tout le pays, quotidien, parce que même avec les attaques, c'est pas juste se cacher quelque part à l'abri et avoir la garantie que tout le monde survit cette nuit-là, non. Il y a des civils qui meurent, il y a des immeubles qui sont attaqués, et sur les territoires occupés, c'est extrêmement dangereux, juste de porter des couleurs ukrainiennes, d'être pro-ukrainien, de s'exprimer qu'on est ukrainien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là, hein, c'est ce qu'elle nous explique, cette jeune femme, elle a été arrêtée pour ces raisons-là, parce qu'à un moment donné, elle affichait aussi son attachement à la nation ukrainienne dont vous nous parlez. Pour poursuivre cette discussion, avant que ces territoires ne soient négociés et peut-être même rendus dans un avenir plus ou moins long, peut-être dans 50 ou 100 ans ou avant, espèrent les Ukrainiens, il y aura des négociations, il y a des échanges de prisonniers. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, russe, s'est exprimé. On continue cette discussion, on l'écoute d'abord. Nous travaillons actuellement sur la deuxième partie des accords qui prévoit l'élaboration par chacune des parties d'un projet de document définissant les conditions d'un accord de paix global, durable et à long terme. Dès que l'échange de prisonniers de guerre sera achevé, nous serons prêts à remettre à la partie ukrainienne un projet de document similaire que la partie russe finalise actuellement. Renaud Girard, c'est une blague ou un écran de fumée ou alors quelque chose de réaliste? Alors, c'est mieux que rien, si vous voulez. Et je regarde d'ailleurs que les discussions de paix d'Istanbul, de mars et d'avril 2022, ont été interrompues. Sur la Crimée, par exemple, ils avaient décidé d'un commun accord de mettre sur l'étagère le dossier de la Crimée en disant on va en reparler dans 20 ans. Je l'ai à 20 ans, oui, c'est ça, voilà. En effet. C'est-à-dire, c'était pas accepté qu'elle fût russe ou qu'elle fût ukrainienne, c'était simplement mis sur l'étagère. On en reparlera tous les deux dans 20 ans. Ils étaient pas. J'ai rencontré à Kiev des négociateurs de l'époque et ils n'étaient pas très loin d'un accord. Hein. Alors. Le fait que chacun exprime des documents et se passe les documents, c'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose que des belligérants se parlent. C'est vrai que j'aurais souhaité qu'ils se parlassent dans une atmosphère de cessez-le-feu. Les Américains avaient proposé le cessez-le-feu, les Ukrainiens l'ont accepté, les Russes ne l'ont pas accepté, c'est très regrettable. Mais effectivement, que chacun, en tout cas, qu'on confronte, ne serait-ce les positions officielles des deux pays et qu'ensuite les discussions
continue vers des concessions, des compromis, etc., c'est évidemment une bonne chose. C'est très important que le dialogue continue. Bien Marc Seymour, quelques mots, si vous le pouvez. Quelques mots, c'est important que le dialogue continue. Pour le moment, il ne faut pas oublier que les accords de 2022 ont échoué pour une raison simple. Les Ukrainiens d'Istanbul, les discussions ont échoué parce que les Ukrainiens sont partis. Et pourquoi ils en sont partis? Parce que les Russes imposaient neutralisation de l'Ukraine, dénazification de l'Ukraine et occupation des territoires. Donc à ce niveau-là, le fait qu'effectivement le problème le plus épineux de la Crimée a été mis de côté, c'était une bonne chose, mais tout le reste était là, et les Ukrainiens à ce moment-là ont décidé que ce n'était pas possible. On en reparlera évidemment. Merci beaucoup. On va interrompre cette conversation profonde